Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui n'étaient pas là ce matin de nous avoir rejoints cet après-midi. Merci à celles et ceux qui étaient là ce matin d'être toujours avec nous cet après-midi. Donc on est ravis de vous accueillir sur ce salon Itonomy Job. Nous voici donc de retour dans l'auditorium. Mesdemoiselles, merci. Nous voici de retour donc dans l'auditorium du Campus Oxygène pour cette journée que vous propose Autonomie et Activity, les deux opérateurs des deux départements, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, qui font émerger, vous le savez, des nouvelles solutions et donc des emplois dans le champ de l'autonomie et de l'accompagnement à domicile, un secteur qui a d'importants besoins en recrutement. Alors on va assister tout à l'heure à une discussion passionnante sur les perspectives des métiers et des qualifications à horizon 2030. Vous allez voir le gisement d'emplois que recèlent les secteurs de l'autonomie et des soins à domicile. On entendra aussi la parole des acteurs de terrain, les plateformes métiers qui travaillent au développement de ces métiers dans nos régions françaises. Plus de 20 plateformes régionales de l'emploi ont travaillé ensemble pour synthétiser pour vous leurs principaux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Mais pour ouvrir cette séquence de l'après-midi, je vais d'abord inviter successivement sur scène Armelle Tilly et Jean-René Le Serre. Armelle Tilly d'abord, présidente de Autonomie Yvelines et Hauts-de-Seine. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours une grande joie que de venir être là devant vous pour ce salon Itonomy qui a une saveur un peu différente cette année. C'est le 6e, mais celui-ci est très différent des autres. Donc déjà, je tiens à saluer le président, donc les présidents des départements qui malheureusement étaient là tout à l'heure, mais sont repartis. Mais je tiens à remercier notamment la présence du président de la SNSA, M. Le Serre, qui est ici à nos côtés. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Ainsi que la présence d'élus qui sont peut-être là aujourd'hui avec nous, mais vous tous qui êtes là. Et je remercie notamment toute cette population très jeune et je suis ravie de vous avoir dans cette salle parce que vous êtes notre avenir. Si tout ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est justement pour qu'on vous donne envie à vous de venir vous inscrire dans ce parcours notamment de l'autonomie. Donc le salon Itonomy, comme je vous le disais, cela fait 6 ans qu'il existe. Et cette année, nous avons décidé d'avoir un rendez-vous particulier puisque c'est le salon de l'autonomie sur le job, sur le recrutement, sur l'emploi. Et ça, je pense que tous et toutes, vous entendez la presse, vous entendez les chiffres, ils sont toujours assez catastrophiques car nous sommes en recherche cruciale justement de tous ces métiers de l'accompagnement, de tous ces métiers de l'aide. Et c'est bien la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés, nous des acteurs donc de terrain, comme nous disons, nous sommes des élus. Moi, je suis une élue dans ma petite ville des Hauts-de-Seine et je suis aussi vice-présidente en charge des solidarités. Et il n'y a pas une réunion, je vous le dis bien, pas une seule, que ce soit dans la petite enfance, le handicap, l'autonomie, où on ne parle pas de cette pénurie de main-d'œuvre qui a des conséquences absolument immenses. Vous l'imaginez bien. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand j'ai repris après les vacances, etc., cette rentrée, j'avais un énorme stress, c'était de me dire, si jamais on doit appeler, si des établissements pour handicapés doivent fermer par manque de personnel, imaginons appeler des parents en leur disant, écoutez, on ne peut pas garder votre enfant dans notre établissement, il va rentrer chez vous. Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer, mais voilà, moi, dans les Hauts-de-Seine, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je tiens à dire que c'est quelque chose qui nous pend au nez inévitablement. Et ça, ce serait un drame, parce que la France, nous avons réussi avec de magnifiques dispositifs à avoir des accompagnements, que ce soit dans le handicap, que ce soit dans l'ASE aussi, l'aide sociale à l'enfance, que ce soit dans la petite enfance. Et bien aujourd'hui, ce magnifique château est en train de se fragiliser fortement par manque, justement, de main-d'œuvre. Donc ce salon Itonomy, il a plus que jamais sa place en 2022 pour justement mobiliser tous les acteurs. Et je sais qu'ici, dans cette salle, il y a de très nombreux acteurs, et vous l'avez vu en défilant justement sur le salon avec les stands qui étaient présents. C'est la première année, nous avons autant d'écoles de formation, où nous avons les pôles emploi, où nous avons les espaces insertion. Voilà, et c'est très important d'avoir tous ces acteurs-là nouveaux à nos côtés sur ce salon. Car nous croyons profondément, nous les élus, que c'est sur notre territoire. Et qui mieux que des élus connaissons notre territoire. Maintenant, il faut créer des liens, créer une collaboration, créer un travail en commun. Et c'est exactement ce que l'agence interdépartementale de l'autonomie fait au quotidien. Et cela depuis 1 an, parce que nous sommes créés, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux et celles qui étaient là, nous avions créé notre agence il y a juste 1 an. Donc projet un peu fou, défi
assez incroyable parce que nous sommes la seule et unique agence interdépartementale de l'autonomie. Nos deux présidents, le président Georges Siffredi et le président Pierre Bédier, ont décidé, ont donné leur accord pour que nous travaillons ensemble dans une agence, donc un GIP, un groupement d'intérêt public, pour justement se constituer. Alors, c'était très simple. On s'est dit, nous avons chacun des atouts, nous avons chacun des compétences. Il faut les mettre ensemble pour être plus forts. Oui, je crois que pour répondre à ce défi du vieillissement, il faut effectivement être plus nombreux. Et je pense que le statut de 2 départements, c'est assez intéressant, qui sont différents, mais aussi complémentaires. En tout cas, ce projet a été de se dire, lançons-nous ensemble dans ce défi. Donc, nous avons transféré du personnel, nous avons transféré des financements pour justement avoir une agence suffisamment solide et construite pour pouvoir répondre à tous les défis, notamment du vieillissement. Et donc, aujourd'hui, 1 an après, le défi est quand même là, bien présent, c'est que nous sommes, je crois, 60 salariés en 1 an, avec des profils très intéressants. On n'a pas les profils classiques qu'on trouve dans une institution, ni dans un conseil départemental. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent d'univers, alors je parle sous regard de ma directrice, qui est beaucoup plus au fait que moi, mais avec des profils effectivement qui ne viennent pas forcément du médico-social ou des travailleurs sociaux, non, pas que. Et donc, et là, je vais vous déployer un petit peu ce qu'est cette agence, et bien vous verrez que nous avons des profils intéressants qui vont tous les jours justement répondre à ce défi, que ce soit sur l'innovation, puisque nous avons un pôle d'innovation au sein de l'agence, mais que ce soit aussi ce pôle au niveau de l'attractivité qui est de plus en plus important et qui se déploie fortement dans chacun de nos territoires. Et là, on en reparlera sur une table ronde prochaine, mais nous mettons en place des délégués territoriaux qui sont dans les structures, je dirais, départementales, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et qui vont avoir ce rôle majeur de faire connaître, de repérer et d'envoyer notamment ces personnes qui auront été repérées dans notre pôle d'orientation qui est ici présent et que vous pouvez d'ailleurs voir si vous le souhaitez. Donc là, je parle sans du tout regarder mon petit papier. Voilà, donc ça, c'est du direct. Mais en tout cas, l'objet majeur de cette agence, c'était de se dire, c'est tous ensemble que nous allons réussir ce défi. Alors c'est maintenant, il faut vraiment s'y mettre. Et c'est bien la raison pour laquelle toutes les collectivités, et notamment tous les acteurs associatifs, toutes les entreprises, et là je remercie aussi, là j'ai beaucoup d'entreprises que nous connaissons, mais AG2R aussi, qui est très présent à nos côtés, et qui fait partie d'un partenaire clé, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense à Arpavi aussi. Mais c'est important que nous soyons ensemble pour justement répondre à cette problématique de recrutement pour cette filière. Et notamment au regard des récents bouleversements que vous avez pu notamment constater, on s'aperçoit que, alors attendez, je mets mes notes, que la crise sanitaire a été un révélateur effectivement des difficultés que nous constatons dans le recrutement. Et nous avons des pronostics qui nous démontrent que cela va s'aggraver d'ici 2030. Malheureusement, cela va s'amplifier si tous les moyens nécessaires ne sont pas mobilisés pour l'ensemble des acteurs. Donc, le besoin en ressources humaines pour prendre soin de nos aînés sont en effet grandissants. Et cette affirmation s'appuie donc à la fois sur un constat démographique qui est implacable, ça on l'entend matin, midi et soir, que la population française est vieillissante et sur laquelle il y a 25% des Français qui auront 65 ans ou plus d'ici 2040. Ça, c'est le constat. Et pour répondre à ce phénomène, il faudra donc du personnel pour accompagner ces femmes et ces hommes dans les meilleures conditions, dans un secteur qui peine déjà aujourd'hui à pourvoir à l'ensemble de ces postes. Ces données sur le grand âge et la perte d'autonomie sont incontestables, et notamment de nombreux rapports. On en a parlé ce matin, notamment le rapport Libaud, le rapport El Khomri, le rapport Gedge et de nombreux rapports parlementaires en font effet. Tous posent le même diagnostic sur la nécessité d'agir rapidement, d'agir ensemble pour développer les métiers du grand âge. Et nous le mesurons donc chaque jour sur le terrain, dans tous les établissements et tous les services. Notre ministre qui est venu ce matin l'a encore redit. Il croit profondément que nous réussirons en nous appuyant sur nos territoires, en nous appuyant sur effectivement les mairies, les départements, parce que nous sommes en direct avec la population. Et comme dirait un certain Gérard Larcher, nous sommes même à portée d'engueulade quelquefois quand nous sommes sur le territoire, sur les trottoirs même. Et ce constat
Ces constats, qui sont nombreux, sont de nouveau repris par l'étude de France Stratégie sur les métiers 2030. Et ça, je vous invite, si vous voulez, aller sur le site pour regarder un petit peu ce constat, qui fait état d'un besoin supplémentaire d'aides-soignants, d'accompagnants de plus de 18 000 par an. Donc l'ampleur est absolument, et la tâche est immense. Et pour répondre à ce défi, nous avons donc le devoir de nous mobiliser ensemble, d'avoir une ambition plus forte de tous les acteurs, et c'est dans cet esprit que nous attendons tous que le gouvernement, que les pouvoirs publics impulsent un cap clair pour le bien vieillir, à travers notamment l'ensemble des politiques publiques. Et surtout que cet État se donne les moyens et qu'il nous donne aussi les moyens pour construire une société qui prend en compte globalement la question du vieillissement. Des annonces ont été faites cet été pour la création de nouveaux postes et pour agir en faveur de la prévention de la perte d'autonomie. Ce sont de belles annonces qui, malheureusement et trop souvent, restent timides pour le moment. Et comme le montre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, où justement ces pronostics, ces ambitions ne sont pas ici présentes. C'est la raison pour laquelle nos deux départements, comme je vous l'ai dit, ont souhaité s'unir pour justement répondre à ces questions de nos concitoyens et notamment de prendre notre destin en main. Et donc c'est une ambition que nous souhaitons réaliser et sur laquelle nous mobilisons énormément d'acteurs. Face à ces enjeux qui structureront notre société, les Hauts-de-Seine et les Yvelines sont totalement mobilisés et ont choisi d'unir leurs ressources, d'unir leurs talents et leur expertise pour relever ce défi sociétal. Et donc, comme je vous le disais, nous avons créé cette agence tout à fait atypique l'année dernière pour justement accompagner à la structuration de l'offre de services de soins à domicile, sur le fait de renforcer l'attractivité de ces métiers qui sont en première ligne pour prévenir la perte d'autonomie. Et donc, vous avez pu le voir à travers toutes ces allées, à travers les conférences qui ont lieu, notamment les tables rondes qui se réuniront après, que c'est important justement de travailler en commun sur cette question. Avec notamment ici 2000 offres d'emploi qui sont proposées, un job dating aussi, avec la découverte des métiers, avec la découverte des formations, nous agissons afin de pourvoir des postes existants et de susciter des vocations. Les départements, nous sommes assez pragmatiques. Il y a un problème, il nous faut immédiatement agir. Et vous avez pu remarquer ce matin, c'était très intéressant de remettre ces validations, ces diplômes à ces 57, je crois que cette session qui a duré pendant 6 mois, ce sont 57 jeunes femmes, surtout, je n'ai pas vu d'hommes, qui ont été diplômées. Cela peut paraître banal, mais c'est un travail immense, notamment que l'agence a organisé. Et là, je tiens à remercier Isabelle, qui est juste en face de moi, qui est responsable notamment de ce suivi, et qui m'expliquait un peu le profil de ces personnes qui ont été repérées, alors pour certaines d'ailleurs, qui travaillent depuis 20 ans, qui sont auxiliaires de vie, mais qui n'ont jamais passé de diplôme. Et elles ont été convaincues de rentrer dans ce programme, d'être professionnalisées. Et c'est beaucoup, moi je contacte, je suis très souvent en lien avec ces personnes, que ce soit des assistantes maternelles qui sont des anciennes nounous depuis 20, 25 ans, qui partent du principe quelque part qu'elles connaissent tout le métier. Celles qui ont cette intelligence de se dire, eh bien non, je vais passer un diplôme et donc je vais rentrer dans un processus de formation, eh bien on découvre quelquefois des joies immenses, et on l'a bien vu là, quand le ministre en plus leur a remis leur diplôme, c'était très émouvant et très touchant, mais en tout cas tout ça, ça peut se faire qu'à condition que nous mettions en place eh bien, des structures pour pouvoir répondre. Et donc j'espère que nous allons amplifier encore plus, et nous savons que nous avons beaucoup d'auxiliaires de vie comme ça qui sont indépendantes et qui pourraient intégrer ce parcours de formation. Et donc, je ne vais pas être trop longue parce que je regarde, vous me dites quand il faut que j'arrête. Mais en premier lieu, donc, nous travaillons donc, à mieux structurer et moderniser la formation. Alors pour mon département des Hauts-de-Seine, c'est 60 offres de formation actuellement qui sont ainsi déjà disponibles, dont 10 en alternance, et plusieurs sont en cours de création. Donc nous faisons connaître ces formations auprès d'une large diversité de publics à travers des parcours d'orientation qui permettent aux participants de disposer d'un diagnostic de situation et d'ateliers professionnels. Avec notre agence interdépartementale aussi, le GIP Activity, sur lequel nous nous appuyons. Donc je vois qu'il va falloir bientôt interrompre.
Les quelques mots importants que je voulais vous dire au niveau de cette agence, notamment, c'est toutes les idées sont bonnes. Et aujourd'hui, il faut être très innovant par rapport à ce recrutement. Alors, nous avons lancé, nous, dans les Hauts-de-Seine, grâce à l'agence interdépartementale, un programme qui s'appelle OYES. Donc, c'est simplement de proposer à des étudiants d'intervenir pendant l'été, ce qui a été le cas, juillet-août, pour rendre visite à des personnes âgées seules. Et très honnêtement, c'est un moyen incroyable de repérer, justement, de faire découvrir ces secteurs-là à des jeunes et notamment de peut-être les orienter sur ces nouveaux métiers. Donc, voilà de nombreux exemples que nous reprendrons sur les tables rondes. C'est pour ça, n'hésitez pas à rester pour entendre un petit peu comment nous nous déployons et comment nous mettons des actions très très concrètes au sein de notre agence interdépartementale de l'autonomie. Et en tout cas, je conclurai pour dire d'une part que j'ai beaucoup de chance d'être présidente de cette agence, mais moi je ne suis rien sans tous ces acteurs qui travaillent au quotidien. Je peux vous dire qu'en un an, le travail qui a été fait est absolument remarquable et admirable. Donc je tiens à ce que vous les applaudissiez, parce que je pense que c'est un super défi. Je remercie la directrice qui est en face de moi et je sais qu'elle donne beaucoup de sa personne pour cette agence. Donc un grand merci. Excusez-moi pour ma longueur. Merci beaucoup Armelle Tilly, présidente de l'agence Autonomie, qui porte aussi très bien les messages de l'agence. Donc merci beaucoup à vous aussi d'être là. Je vais inviter maintenant Jean-René Le Serre, il est président du conseil de la CNSA, la Caisse nationale solidarité autonomie, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément la 5e branche de la sécurité sociale. Monsieur Le Serre, la parole est à vous pour ce discours d'ouverture. Merci beaucoup. D'abord, je souhaiterais saluer celle qui m'a précédé à la tribune, Madame la présidente de l'agence, Madame la vice-présidente du département, et puis vous féliciter ainsi que vos collègues des 2 départements, parce que je crois que le fait que 2 grands départements aient pris effectivement cette initiative est tout à fait remarquable et devrait essaimer dans d'autres territoires, notamment peut-être dans la France rurale, où des tout petits départements ne peuvent pas faire aussi bien seuls qu'ils le pourraient s'ils étaient effectivement plus nombreux. Alors effectivement, moi je suis président du conseil de la CNSA. Vous avez défloré effectivement le suspense. Ce n'est pas le Conseil national de l'audiovisuel, c'est effectivement la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc une branche de la sécurité sociale, vous en connaissez mieux peut-être d'autres, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, la Caisse nationale d'assurance allez, retraite, vieillesse, vous choisissez le terme. Avant, on disait vieillesse, maintenant, on dit plutôt retraite. On trouve que c'est plus délicat. Donc, cette caisse, c'est la petite dernière de la sécurité sociale. Autrement dit, c'est une nouveauté par rapport à 1945. C'est la première fois, depuis la libération, après la Seconde Guerre mondiale, que l'on crée une caisse supplémentaire de sécurité sociale qui va être chargée de l'autonomie, c'est-à-dire qui va prendre en charge ce que j'appellerais les personnes vulnérables, les personnes âgées, mais personnes âgées en situation effectivement de difficulté, de fragilité, de dépendance, et les personnes qui vivent avec un handicap plus ou moins lourd. Parce qu'encore une fois, toutes les personnes âgées ne sont pas vulnérables, heureusement. Mais bien évidemment, le nombre de personnes vulnérables va évoluer de manière importante dans les années à venir, tout simplement parce que l'espérance de vie s'accroît et que donc la France vieillit. Alors, la France vieillit, c'est plutôt une bonne nouvelle, si vous voulez, que l'espérance de vie soit plus importante aujourd'hui qu'elle l'était hier ou avant-hier, mais ça n'a réellement de signification et de valeur que si le grand âge se fait dans une situation de santé, dans une situation d'intelligence, dans une situation de citoyenneté qui soit à l'égal de ce qui existait effectivement lors des années qui ont précédé. Alors, le challenge auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, alors c'est un challenge, c'est un défi, choisissez le terme que vous préférez. Aujourd'hui, il y a 2 grands challenges. Il y a le challenge, effectivement, du changement climatique, le réchauffement climatique, et il y a le challenge du vieillissement de la population. Je crois que ce sont vraiment les 2 enjeux fondamentaux, essentiels, auxquels nous sommes confrontés en ce XXIe siècle. Le challenge sur le changement climatique, il est essentiel, bien sûr, c'est la survie de la planète. Mais supposons que la France devienne exemplaire. Ça suffira peut-être pas, puisqu'il faut, pour que le pari soit réussi, que les autres pays se montrent effectivement d'une même exemplarité. Tandis que le challenge sur le vieillissement, de 2 choses l'une. Soit on n'est pas bon, et on le saura très vite,
Et à ce moment-là, on sera totalement dans le mur du vieillissement, c'est-à-dire que nous serons incapables de nous occuper de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents. Nous serons incapables de nous occuper des personnes en situation effectivement de lourd handicap, et nous serons indignes de la réputation d'une grande démocratie avancée et indignes vis-à-vis effectivement des personnes vulnérables. C'est Camus qui disait que l'on reconnaît les démocraties à la situation de leurs établissements pénitentiaires. Bien, moi, je crois que je suis assez d'accord avec cette formule, mais je pense qu'on les reconnaît aussi et surtout à l'attention qu'elles portent effectivement aux personnes vulnérables que sont les grands aînés en voie de dépendance et que sont les personnes en situation de handicap. Donc ce challenge, il est essentiel. Et pour vous donner une idée de ce qui nous attend en la matière, il faut que je vous dise quelques mots de tous ceux qui sont prêts à prendre à bras-le-corps ce problème. Alors, on pourrait être rassuré dans un premier temps, mais on verra que pour que ce problème soit réellement un problème qui puisse être réglé, il y a une deuxième condition à laquelle je viendrai dans un instant et qui vous intéresse directement, qui est aussi totalement essentielle. D'abord, il faut qu'on s'entende, que les personnes qui s'occupent effectivement de l'autonomie s'entendent. Ça peut paraître évident, élémentaire, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut que l'État, la sécurité sociale, les départements, les communes, les agences régionales de santé, les fédérations de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, apprennent à travailler ensemble et à travailler d'une manière classique, confiante, j'allais dire amicale. Croyez-moi, il y a des efforts à faire. Lorsque j'ai pris la présidence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à ma grande surprise d'ailleurs, et à la demande du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, s'il m'a appelé, c'est parce que je suis ancien président de département, le département du Nord, et qu'il se disait, ce sera déjà peut-être plus facile, en prenant un ancien président de département, de faire travailler ensemble les départements et les agences régionales de santé. Donc, il faut d'abord qu'il y ait cette bonne volonté. Il faut qu'il y ait des moyens financiers. Alors, la CNSA, la dernière née, la petite dernière de la Sécurité sociale, elle a un petit budget par rapport aux autres. Enfin, c'est quand même plus de 35 milliards d'euros, si vous voulez. Mon département, qui est toujours le département le plus important de France, son budget, c'était plutôt 3 milliards d'euros. Alors, vous allez dire, je gère 35 milliards d'euros. Eh bien non. Heureusement d'ailleurs pour vous certainement que je ne gère pas 35 milliards d'euros, puisque la CNSA est une caisse qui est organisée d'une manière assez particulière. Vous avez deux éléments à la CNSA. Vous avez la caisse elle-même avec ses agents, ils seront bientôt à peu près 230 à 240, ce qui est beaucoup mais ce qui n'est pas énorme par rapport à nos départements, par exemple, chers collègues. Vous avez donc cette caisse qui fait le travail, qui est loyale vis-à-vis des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qui applique donc la politique de l'État en la matière. Et puis à côté, vous avez des enquiquineurs. Les enquiquineurs, c'est le conseil de la CNSA. Le conseil de la CNSA, ce sont toutes les parties prenantes de l'autonomie. Alors, il y a des représentants de l'État, certes, mais ils sont minoritaires. À côté, il y a des représentants des départements. Il y a aussi et surtout des représentants des grandes fédérations de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Il y a des représentants des institutions de l'autonomie. Il y a des représentants de ceux qui travaillent dans le monde de l'autonomie. Les employeurs, les employés, donc les syndicats d'employeurs et d'employés, y sont représentés. Et ce conseil, il a un rôle de, comme son nom l'indique, de conseil, mais aussi de suggestion, d'initiative, voire de critique, lorsque l'État se détournerait éventuellement des engagements qu'il a pris. Je disais au Premier ministre, lorsqu'il a souhaité effectivement que je prenne la présidence du Conseil, je vous préviens, je ne serai jamais à une caution pour les pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Mais on essaiera d'être une conscience. Moi, ma voix, tout le monde s'en fout, si vous voulez. Elle n'a d'intérêt que si ma voix, c'est celle de l'immense majorité, pour ne pas dire de l'unanimité, du Conseil de la CNSA. Parce que quand toutes les grandes fédérations, quand tous les départements, quand toutes les institutions de l'autonomie, quand tous les salariés et les employeurs de l'autonomie sont d'accord, il y a de fortes chances que les pouvoirs publics, effectivement, acceptent de consentir au fait qu'il y a peu de chances qu'ils aient tort. Donc il y a tout ce monde, d'abord, qui va se réunir pour faire face à ce problème.
Mais supposons qu'on y mette des moyens supplémentaires, ce qui devra se faire. Supposons qu'on aille vers ce qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire les personnes âgées, il faut d'une part qu'elles puissent rester chez elles, à leur domicile, le plus longtemps possible, lorsque ce n'est pas dangereux pour elles et pour leurs aidants. Mais ensuite, il faut créer autre chose que l'EHPAD pour les accueillir. On ne peut pas avoir simplement un choix binaire entre le domicile traditionnel et l'EHPAD. Entre deux, vont se multiplier, ça existe déjà en partie, vont se multiplier des résidences-services, des résidences autonomie, de l'habitat partagé, de l'habitat inclusif, de l'accueil familial, qui seront autant de réponses pouvant satisfaire et les uns et les autres, où la notion de domicile va rejouer son rôle. Ce ne sera certes pas le domicile traditionnel, mais ça deviendra le nouveau domicile de la personne. Ça veut dire, c'est bien gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à son domicile, on reçoit qui on veut quand on veut. On n'interdit pas les visites dans un domicile. Lorsqu'on rentre dans son domicile, si on a un animal familier, un chat, un chien, des oiseaux, on les emmène au domicile. On ne peut pas les interdire. Au domicile, on ne peut pas vous empêcher d'être un citoyen libre. Et la notion de liberté au domicile intervient au moins autant, si ce n'est davantage, que la notion de sécurité. Au domicile, on est un citoyen à part entière et bien évidemment, on doit pouvoir s'exprimer lorsqu'il y a, par exemple, des échéances électorales. Moi, j'ai créé, quand j'étais parlementaire, des bureaux de vote dans les prisons. J'aimerais beaucoup créer des bureaux de vote dans les résidences pour personnes âgées, qui seraient ouverts à l'ensemble du quartier. Et où on irait, les candidats iraient ensemble. Moi, je suis un très très vieux conseiller départemental, enfin je ne suis plus, puisque j'ai arrêté l'an dernier, mais dans mes premières campagnes, dans les années 88, 94, on allait ensemble, les candidats, dans les maisons de retraite, avec l'autorisation bien sûr du directeur, on se mettait d'accord, droite, gauche, centre et ailleurs, pour intervenir en présentant les divergences entre nos différents programmes. Je peux vous dire que les personnes âgées étaient très heureuses de nous écouter, qu'elles se déterminaient ensuite en fonction de leurs convictions et pas en fonction de l'insistance de monsieur le maire ou de monsieur l'adjoint, et qu'elles avaient l'impression effectivement que leur citoyenneté était respectée. Alors, on va beaucoup citer Gérard Larcher, puisque moi je citerai volontiers aussi, qui disait récemment « Il ne doit pas y avoir de citoyenneté en suspension ». La citoyenneté, c'est jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier souffle, on est citoyen. Ça veut dire qu'on est objet de dignité, de responsabilité, et on est au centre des choix qui nous concernent directement. Alors tout ça, c'est bien gentil. Mais supposons qu'on ait des moyens illimités, ce qui n'est pas le cas. Supposons que toutes les bonnes volontés se réunissent, ce qui est en train de se faire, mais ça prendra du temps. On n'arrivera à rien si on n'a pas un véritable plan Marshall du recrutement sur les métiers du care, sur les métiers du soin, sur les métiers de l'accompagnement de la personne. Je vais vous donner des chiffres qui font froid dans le dos. D'ici 2025, c'est demain, il faut que nous recrutions 360 000 personnes en France sur ces métiers de l'accompagnement et du soin, fondamentalement des aides à domicile et des aides-soignants. Pourquoi 360 000 ? Parce qu'il y en a déjà 200 000 qui vont remplacer ceux qui vont partir en retraite et ceux qui auront choisi effectivement d'autres professions. Le turnover est très important aujourd'hui dans ces professions. Et puis, il y a les 160 000 autres pour créer des emplois qui n'existent pas aujourd'hui et qui sont indispensables. Aujourd'hui, vous avez un plan allocation personnalisée d'autonomie. Il y a des départements où vous ne pouvez pas en appliquer plus de la moitié parce qu'il n'y a pas le personnel suffisant. Et puis, il faudra effectivement environ 90 000 personnes pour faire face aux premières conséquences du vieillissement. Mais le choc de vieillissement, c'est à partir de 2030. À partir de 2030, les enfants du baby-boom, les papy-boomers et les mamie-boomers, les mamies encore plus importantes que les papys d'ailleurs, auront effectivement plus de 85 ans. Et c'est le moment où il y aura un besoin colossal de ces personnes. C'est pour ça que des journées comme aujourd'hui, elles sont indispensables. Des journées comme aujourd'hui, ce sont des journées où on doit tous ensemble faire prendre conscience à chacun
les pouvoirs publics, les maires, le grand public, l'opinion en général, que ce métier de l'accompagnement et du soin est un métier d'une très grande noblesse. C'est un métier qui mérite la reconnaissance de l'ensemble de nos concitoyens. La reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance financière. La reconnaissance, qui n'existe pas aujourd'hui, pas suffisamment. La reconnaissance, c'est aussi le fait d'organiser des carrières, de prévoir des passerelles. Je ne suis pas sûr qu'on puisse être encore aide à domicile à 65 ans, par exemple, mais on peut peut-être être assistant aux ressources. Les métiers du care, c'est le grand enjeu, c'est le grand défi pour demain. Ou bien on réussit à séduire les jeunes et les moins jeunes sur ce type de métier, et nous n'entrerons pas dans le mur en 2030, ou bien on rentrera dans ce mur, on sera indigne d'une démocratie avancée, mais je vous le dis, ce ne sera pas la faute des autres, ce sera notre faute. Merci. Merci beaucoup Jean-René Le Serre, président du conseil de la CNSA.